se blase vite. Au temps où il compagnonnait avec les hobereaux, il avait participé à ces spacieux soupers où des femmes saoules se dégrafent au dessert et battent la table avec leur tête. Il avait aussi parcouru les coulisses, tâté des actrices et des chanteuses, subi, en sus de la bêtise innée des femmes, la délirante vanité des cabotines. Puis, il avait entretenu des filles déjà célèbres et contribué à la fortune de ces agences qui fournissent, moyennant salaire, des plaisirs contestables. Enfin repu, là, de ce luxe similaire, de ces caresses identiques, il avait plongé dans les bas-fonds, espérant ravitailler ses désirs par le contraste, pensant stimuler ses sens assoupis par l'excitante malpropreté de la misère. Quoi qu'il tentât, un immense ennui l'opprimait. Il s'acharna, recourut aux périlleuses caresses des virtuoses, mais alors sa santé faiblit et son système nerveux s'exacerba. La nuque devenait déjà sensible et la main remuait, droite encore lorsqu'elle saisissait un objet lourd, capricante et penchée, quand elle tenait quelque chose de léger tel qu'un petit verre. Les médecins consultés l'effrayèrent. Il était temps d'enrayer cette vie, de renoncer à ces manœuvres qui alitaient ses forces. Il demeura pendant quelque temps tranquille, mais bientôt le cervelet s'exalta, appela de nouveau aux armes. De même que ces gamines qui, sous le coup de la puberté, s'affament de mets altérés ou abjects, il en vint à rêver, à pratiquer les amours exceptionnelles, les joies déviées. Alors ce fut la fin. Comme satisfait d'avoir tout épuisé, comme fourbu de fatigue, ses sens tombèrent en léthargie, l'impuissance fut proche. Il se retrouva sur le chemin, dégrisé, seul, abominablement lassé, implorant une fin que la lâcheté de sa chair l'empêchait d'atteindre. Ses idées de se blottir loin du monde, de se calfeutrer dans une retraite, d'assourdir, ainsi que pour ces malades dont on couvre la rue de paille, le vacarme roulant de l'inflexible vie, se renforcèrent. Il était d'ailleurs temps de se résoudre. Le compte qu'il fit de sa fortune l'épouvanta. En folie, en noces, il avait dévoré la majeure partie de son patrimoine, et l'autre partie, placée en terre, ne rapportait que des intérêts dérisoires. Il se détermina à vendre le château de Lourps, où il n'allait plus, et où il n'oubliait derrière lui aucun souvenir attachant, aucun regret. Il liquida aussi ses autres biens, acheta des rentes sur l'État, réunit de la sorte un revenu annuel de 50 000 livres, et se réserva en plus une somme ronde destinée à payer et à meubler la maisonnette où il se proposait de baigner dans une définitive quiétude. Il fouilla les environs de la capitale et découvrit une bicoque à vendre en haut de Fontenay-aux-Roses, dans un endroit écarté, sans voisins, près du fort. Son rêve était exaucé. Dans ce pays, peu ravagé par les Parisiens, il était certain d'être à l'abri. La difficulté des communications, mal assurée par un ridicule chemin de fer situé au bout de la ville et par de petits tramways partant et marchant à leur guise, le rassurait. En songeant à la nouvelle existence qu'il voulait organiser, il éprouvait une allégresse d'autant plus vive qu'il se voyait retiré assez loin déjà sur la berge, pour que le flot de Paris ne l'atteignît plus et assez près cependant pour que cette proximité de la capitale le confirma dans sa solitude. Et en effet, puisqu'il suffit qu'on soit dans l'impossibilité de se rendre à un endroit pour qu'aussitôt le désir d'y aller vous prenne, il avait des chances, en ne se barrant pas complètement la route, de n'être assailli par aucun regain de société, par aucun regret. Et nous sommes en 1984, paraissait un livre assez surprenant. Enfin, je veux dire assez, nous allons fouiller cette question parce qu'il était plutôt extraordinairement surprenant. Ce livre a pour titre « À rebours ». Il est signé Joris Karl Huysmans. Joris Karl Huysmans, naturaliste, disciple de Zola, participant aux soirées de Médan. Et soudain, ce livre de névrosisme, c'est un terme qui lui aurait peut-être plu, j'imagine, un emploi de semblable, créant une écriture nouvelle, contredisant Zola de bout en bout. Et, il y a un siècle,
ce livre, à rebours, ne fonde pas, mais concrétise le décadentisme. Et à partir de là, s'ouvre non pas une école, mais une ouverture extraordinaire sur la littérature, c'est-à-dire que tout y est possible. Alors, on peut dire que le naturalisme, c'était une sorte de clôture. À rebours, ouvre de nouveau toutes les eaux, permet le symbolisme, permet, dans une certaine façon, le Parnasse, et pose des problèmes qui sont ceux de la fin du siècle, de la fin de siècle, plus exactement, comme dit Huysmans, toutes les fins de siècle se ressemblent. Or, il semblerait qu'aujourd'hui, nous soyons aussi un peu, par notre sensibilité peut-être, dans une fin de siècle, mais là, nos auditeurs vont en juger. Je veux dire tout de suite qu'on peut trouver à rebours dans diverses collections. Je vais commencer par la collection au format de poche. Il y a une édition aux éditions Folio, c'est-à-dire chez Gallimard, à rebours, bien sûr, avec une préface et des notes de Marc Fumaroli, que nous entendrons. Il y a chez Garnier-Flammarion une autre édition de à rebours, qui, celle-là, est préfacée et annotée par Pierre Waltner. Et enfin, il y a l'imprimerie nationale avec des aquarelles de Jean Marzel, une édition commentée, préfacée, annotée par Rose Fortassier, qui est parmi nous. Épouvantable araignée logeant au milieu de son corps une face humaine. Puis des fusains partaient plus loin encore dans l'effroi du rêve tourmenté par la congestion. Ici, c'était un énorme dé à jouer où clignait une paupière triste. Là, des paysages secs, arides, des plaines calcinées, des mouvements de sol, des soulèvements volcaniques accrochant des nuées en révolte, des ciels stagnants et livides. Parfois même, les sujets semblaient emprunter au cauchemar de la science, remonter au temps préhistorique. Une flore monstrueuse s'épanouissait sur les roches. Partout des blocs erratiques, des boues glaciaires, des personnages dont le type simien, les épais maxillaires, les arcades des sourcils en avant, le front fuyant, le sommet aplati du crâne, rappelaient la tête ancestrale, la tête de la première période quaternaire, de l'homme encore frugivore et dénué de paroles, contemporain du mammouth, du rhinocéros aux narines cloisonnées et du grand ours. Ces dessins étaient en dehors de tout. Ils sautaient pour la plupart par-dessus les bornes de la peinture, innovaient un fantastique très spécial, un fantastique de maladie et de délire. Et en effet, tel de ces visages, mangés par des yeux immenses, par des yeux fous, tel de ces corps grandis outre mesure ou déformés comme au travers d'une carafe, évoquaient dans la mémoire de Des-Esseintes des souvenirs de fièvre typhoïde, des souvenirs restés quand même des nuits brûlantes, des affreuses visions de son enfance. Alors, je voudrais d'abord demander à Rose Fortassier de nous résumer en quelques mots Huysmans lui-même. Je veux dire biographiquement. Vous l'avez très bien dit vous-même tout à l'heure. À rebours termine la première partie de la carrière de Huysmans, qui est une carrière de naturaliste, de fils spirituel de Zola. À rebours est un coup de tonnerre, un aérolite, comme il l'a dit lui-même plus tard dans sa préface de 1903. Et c'est une date toute nouvelle dans l'histoire du roman, dans l'histoire de la sensibilité et dans l'histoire de Huysmans. Ceci nous intéresse peut-être un peu moins aujourd'hui puisque nous pensons fin de siècle plus que Huysmans lui-même. Mais pour Huysmans, et sans qu'il s'en soit rendu compte du tout, ça a été un début. Tout le monde sait que l'ouvrage se termine sur le mot d'espoir et sur un cri d'homme qui appelle une religion dont il ne connaît rien au moment même et qu'il mettra d'ailleurs 8 ans à découvrir puisque en traversant les marécages de la magie, du satanisme et toutes sortes de choses. Vous faites allusion à là-bas, bien sûr. Ah. Eh bien, il arrivera en 92 à aller se réfugier dans la trappe d'Igny, près de Reims, et ce sera le début d'un autre Huysmans,
qui sera un Huysmans que dans ma jeunesse, on connaissait seulement. On ne connaissait pas le Huysmans naturaliste que vous avez ressuscité, et on ne connaissait guère que celui-là, qui est le Huysmans de l'Oblat, de la cathédrale, enfin. Encore que, si vous voulez, le Huysmans de la cathédrale renvoyait au Huysmans d'Arrebourg, je pense notamment au symbolisme des pierres. La tortue, c'est la cathédrale, en certaine façon. C'est une projection, pas de la cathédrale. Absolument. Il l'a dit dans sa préface de 1903 pour cette magnifique édition de Bibliophile qu'on a faite à l'époque. Il dit « Je n'aurais rien à changer à Harbourg ». En quelque sorte, il a simplement sacralisé une chose laïque. Et il n'y avait qu'à faire passer un symbolisme tout laïque des pierres à une doxologie toute chrétienne. Il n'y a pas à dire, pensait des Esseintes, s'essayant à se raisonner, à suivre la marche de cette ingestion de l'élément jésuite à Fontenay. J'ai, depuis mon enfance, et sans que je l'ai jamais su, ce levain qui n'avait pas encore fermenté. Ce penchant même que j'ai toujours eu pour les objets religieux en est peut-être une preuve. Mais il cherchait à se persuader le contraire, mécontent de ne plus être maître absolu chez lui. Il se procura des motifs. Il avait dû forcément se tourner du côté du sacerdoce, puisque l'Église a, seule, recueilli l'art, la forme perdue des siècles. Elle a immobilisé, jusque dans la ville reproduction moderne, le contour des orfèvreries, gardé le charme des calices élancés comme des pétunias, des ciboires aux flancs purs, préservé même dans l'aluminium, dans les faux émaux, dans les verres colorés, la grâce des façons d'antan. En somme, la plupart des objets précieux, classés au musée de Cluny et échappés par miracle à l'immonde sauvagerie des sans-culottes, proviennent des anciennes abbayes de France. De même que l'Église a préservé de la barbarie, au Moyen-Âge, la philosophie, l'histoire et les lettres, de même elle a sauvé l'art plastique, amené jusqu'à nos jours ces merveilleux modèles de tissus, de joaillerie que les fabricants de choses saintes gâtent le plus qu'ils peuvent, sans en pouvoir toutefois altérer la forme initiale, exquise. Il n'y avait dès lors rien de surprenant à ce qu'il eût pourchassé ces antiques bibelots, qu'il eût, avec nombre de collectionneurs, retiré ces reliques de chez les antiquaires de Paris, de chez les brocanteurs de la campagne. Mais il avait beau invoquer toutes ces raisons, il ne parvenait pas complètement à se convaincre. Certes, en se résumant, il persistait à considérer la religion ainsi qu'une superbe légende, qu'une magnifique imposture, et cependant, en dépit de toutes ces explications, son scepticisme commençait à s'entamer. Évidemment, ce fait bizarre existait. Il était moins assuré maintenant que dans son enfance, alors que la sollicitude des jésuites était directe, que leur enseignement était inévitable, qu'il était entre leurs mains, leur appartenait corps et âme, sans lien de famille, sans influence pouvant réagir contre eux du dehors. Il lui avait aussi inculqué un certain goût du merveilleux qui s'était lentement et obscurément ramifié dans son âme, qui s'épanouissait aujourd'hui dans la solitude, qui agissait quand même sur l'esprit silencieux, interné, promené dans le court manège des idées fixes. À examiner le travail de sa pensée, à chercher à en relier les fils, à en découvrir les sources et les causes, il en vint à se persuader que ses agissements pendant sa vie mondaine dérivaient de l'éducation qu'il avait reçue. Ainsi, ses tendances vers l'artifice, ses besoins d'excentricité, n'étaient-ils pas, en somme, des résultats d'études spécieuses, de raffinements extraterrestres, de spéculations quasi théologiques? C'étaient, au fond, des transports, des élans vers un idéal, vers un univers inconnu, vers une béatitude lointaine, désirable, comme celle que nous promettent les Écritures. Il s'arrêta net, brisa le fil de ses réflexions. « Allons, se dit-il dépité.
Je suis encore plus atteint que je ne le croyais. Voilà que j'argumente avec moi-même, ainsi qu'un casuiste. Je me suis toujours demandé si À rebours ne faisait pas partie, en quelque façon, d'une sorte de trilogie. Parce que vous avez À Volo, vous avez À rebours ensuite, et vous avez, alors ce livre tout à fait méconnu de Huysmans, personnellement que j'aime beaucoup, qui est En rade. Parce que vous avez dans À rebours des rêves, et vous avez des rêves dans En rade, n'est-ce pas? Il y a une sorte de projection là extraordinaire. Vous avez un désessin pauvre qui est Follentin. Après tout, la parole de Follentin, qu'il n'y a que le pire qui arrive, peut également être la formule de Désessinte. Et il y a là toute une évolution qui, je pense, a été très mal perçue par les contemporains. Autrement dit, Zola trouve qu'À Volo, finalement, c'est très bien. Oui, c'est encore très zolaïen, si je puis dire. Et quant au rapprochement que vous faites entre les trois ouvrages, il m'intéresse d'autant plus que je suis en train de travailler sur En rade, justement, et sur les récits de rêve pour le colloque Huysmans. En effet, je crois qu'on a mal perçu jusqu'à aujourd'hui le rôle de ces trois rêves, on pourrait presque dire quatre même. Il y a un rêve éveillé En rade qui sont tout à fait en rapport avec le grand rêve de la syphilis, de la grande vérole. Oui, l'apparition d'une femme dans À rebours, et puis il s'aperçoit, alors qu'il rêve, il dit c'est la grande vérole, c'est une femme inconnue à côté de laquelle il marche, qui est une créature effrayante, et évidemment ça indique immédiatement la misogynie de Huysmans. Mais cette misogynie se concrétise dans Désessinte parce que ce qu'il y a, à mon sens, d'absolument extraordinaire dans À rebours, il y a la maison de Fontenay, mais il y a aussi le passé de Désessinte qui, perpétuellement, par des sortes de souvenirs, par une sorte de monologue intérieur, est restitué perpétuellement au lecteur par l'entremise de Désessinte. Je pense à une scène, par exemple, tout le monde connaît, ce sont les rencontres que Désessinte, esthète, fait de certaines femmes. Et déjà, il montre que dans, disons, sa vie mondaine, il a créé déjà la maison de Fontenay. N'est-ce pas, quand il parle de son appartement de Paris, la façon dont il reçoit des femmes qui sont masquées par des couleurs de telle façon que lorsqu'elles bougent, elles sont éclairées différemment. Lorsqu'il reçoit ses créanciers, par exemple, dans des stalles, n'est-ce pas, où il les admoneste parce qu'ils montent sur une chaire, c'est absolument extraordinaire. Déjà, c'est un extravagant avant même d'aller à Fontenay. Louis Forestier, non mais sur ce même thème que vient d'évoquer Rose Fortassier, quel est votre avis? J'ai l'impression que À rebours, c'est un livre plus qu'important dans la fin du XIXe siècle. Rose Fortassier l'a dit, c'est un livre capital dans l'évolution de Huysmans. C'est la fin d'une première étape. Je me demande même si c'est la fin d'une première étape. En fait, c'est déjà une seconde étape. On ne peut pas imaginer la suite de l'œuvre de Huysmans si on n'a pas ce dernier mot de À rebours dans la tête. Déjà, la maison de Fontenay, c'est une cellule. Déjà, la maison de Fontenay continue cette cellule qui était aussi la maison de M. Follentin. Il y a un cénobite chez Huysmans. Mais À rebours, c'est également un livre qui a secoué toute son époque. Un livre qui a permis de remettre à flot, ou plus exactement, de mettre en situation, comme nous dirions aujourd'hui, un certain nombre d'écrivains, d'artistes, et de permettre d'entrer dans une nouvelle sensibilité. Oui, mais alors attention, Louis Forestier, c'est en relisant tout à l'heure la préface écrite 20 ans après le roman, qui est quand même un texte capital, il termine quand même, à propos de Barbey d'Aurevilly, et il dit, Barbey d'Aurevilly a écrit, donc dans un volume, le roman contemporain, je veux dire, le texte de Barbey d'Aurevilly est repris dans ce recueil de 1902.
Barbé d'Aurevilly écrivait « Après un tel livre, il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. » Oui. Et Huysmans ajoute « C'est fait. » Bon. C'est vrai que c'est le premier pas vers quoi? Parce que là se pose un autre problème. La mysticité ou la foi? Autrement dit, quand on lit à rebours, on s'aperçoit bien évidemment, et il n'est pas le seul, mais que Huysmans privilégie la liturgie, le rituel, tout ce qu'il y a d'extérieur et d'esthétique dans la religion, vraiment l'anti-Pascal. Oscar Wilde a très bien vu ça lorsqu'il fait dire à son Dorian Gray, quand Dorian Gray ajoute quelques chapitres à Huysmans de son cru, que c'est un livre mystique. Oui, mais on employait beaucoup. Mystique, absolument. Non, mais Rochefort-Fortatier joue beaucoup, parce qu'on employait beaucoup cette expression mystique. Mais dans quel sens? Huysmans lui-même emploie le mot païen mystique. Il ne faut pas oublier Louis Ménard, qu'on lit, n'est-ce pas? Le païen mystique. Or, le païen mystique, il n'y a rien de plus qu'on la relie. Il faudrait peut-être distinguer entre la postérité du roman, de sa conception même, et la postérité du héros de ce roman. Alors je crois que dans les deux cas, Huysmans a mis au point, si j'ose dire, un modèle qui a exercé une véritable fascination, et d'une fascination continue, avec peut-être des hauts et des bas, mais qui a duré jusqu'aujourd'hui, où le roman semble de nouveau d'actualité. Et le personnage, tout autant. Alors, parlons d'abord du roman. Ce qui frappe dans Harbour, c'est peut-être l'absence d'intrigue. C'est un roman presque entièrement intérieur. C'est une sorte d'épopée de l'âme, des épreuves de l'âme chez un célibataire isolé dans une maison de banlieue et qui ne connaît aucune autre aventure que celle qu'il s'est à lui-même imposée. Et je crois que cette forme de suspens purement intérieur qui frôle sans cesse le monologue intérieur a exercé sur les écrivains, et du point de vue de la conception même, je le répète, de la forme romanesque, une grande fascination. Et je crois que déjà avec les lauriers sont coupés du jardin, on a une sorte de systématisation, alors cette fois du monologue intérieur, alors que chez Huysmans, il frôlait cette technique sans y entrer parfaitement. Mais on pourrait trouver ensuite bien d'autres exemples de cette conception, je dirais presque minimale, du roman, avec un héros purement intellectuel ou purement intérieur, et dont les épreuves sont les seules aventures, les épreuves morales ou les épreuves intellectuelles. Alors je crois qu'on pourrait également citer, bien que la chose paraisse un peu surprenante au premier abord, mais on sait à quel point Valéry, lorsqu'il était très jeune et qu'il fréquentait encore le petit groupe de Mallarmé, a été fasciné par Huysmans, et que dans sa correspondance avec Pierre Louis, le nom de Huysmans revient sans cesse. Et je crois que, par exemple, je ne sais pas si on peut qualifier Monsieur Teste de roman, c'est justement là l'ambiguïté. À l'origine, ce qui descend de Huysmans, ou d'Harbour plus spécialement, a des difficultés, en somme, à entrer dans le cadre du roman tel que le XIXe siècle l'avait conçu. Mais Monsieur Teste, à mon avis, est un ouvrage qui répond à la poétique romanesque de Huysmans dans Harbour. On pourrait, je crois, citer encore bien d'autres auteurs.
jusqu'à Marguerite Duras. Mais ce qui me paraît plus important, peut-être du point de vue plus général, en dehors même du laboratoire littéraire et des modèles qui y interviennent, c'est le personnage des Esseintes. Là, effectivement, me semble-t-il, Huysmans a inventé un nouveau type de héros ou d'anti-héros, selon le point de vue auquel on se place, qui a non seulement servi de modèle pour d'autres héros ou anti-héros de la littérature, mais qui a agi, je crois, sur la société, sur les comportements sociaux, sur une certaine attitude vis-à-vis de l'existence. Il est certain que la reprise par d'autres auteurs de personnages analogues a contribué à répandre une sorte d'idéal de l'amateur raffiné qui, tout en étant très tourné vers des formes disparues de haute civilisation, tente d'utiliser la société industrielle et même la société de consommation comme une sorte de milieu à l'intérieur duquel on pourrait reconstituer des formes élégantes, gratuites, non sans une part de défi et non sans une part de pause qui offrirait en somme à la civilisation de masse une sorte de contrepoids, mais de contrepoids tout à fait individuel, purement singulier. Grandiose que le génie humain ne puisse créer. Aucune forêt de Fontainebleau, aucun clair de lune que des décors inondés de jets électriques ne produisent, aucune cascade que l'hydraulique n'imite à s'y méprendre, aucun roc que le carton puis a bien discerné celle de ses œuvres considérée comme la plus exquise, celle de ses créations dont la beauté est, de l'avis de tous, la plus originale et la plus parfaite, la femme. Est-ce que l'homme n'a pas de son côté fabriqué à lui tout seul un être animé et factice qui la vaut amplement au point de vue de la beauté plastique? Est-ce qu'il existe ici-bas un être conçu dans les joies d'une fornication et sorti des douleurs d'une matrice dont le modèle, dont le type soit plus éblouissant, plus splendide que celui de ces deux locomotives adoptées sur la ligne du chemin de fer du Nord? L'une, la Crampton,
Une adorable blonde, à la voix aiguë, à la grande taille frêle, emprisonnée dans un étincelant corset de cuivre, au souple et nerveux allongement de chatte. Une blonde pimpante et dorée, dont l'extraordinaire grâce épouvante, lorsque, raidissant ses muscles d'acier, activant la sueur de ses flancs tièdes, elle met en branle l'immense rosace de sa fine roue et s'élance toute vivante, en tête des rapides et des marées. L'autre, Languerte, une monumentale et sombre brune, aux cris sourds et rauques, aux reins trapus, étranglée dans une cuirasse en fonte, une monstrueuse bête, à la crinière échevelée de fumée noire, aux six roues basses et accouplées. Quelle écrasante puissance lorsque, faisant trembler la terre, elle remorque pesamment. Alors après cette définition un peu, ou cette approche que nous venons de tenter à rebours, je voudrais quand même réinsister ou revenir, si vous voulez, sur cette notion de mystique. C'est-à-dire esthétique égale mystique, ou bien la mystique est-elle vraiment le buisson ardent dans lequel, au contraire, on se dépouille de tout? Est-ce que Durtal, puisque nous évoquons quand même Huysmans un peu dans une autre globalité, est-ce que Durtal, qui est l'anti des Esseintes, c'est possible, mais est-ce que Durtal, avec ses cris juponnières dans l'Oblast, je reprends le terme cri juponnière, puisqu'il est employé par Huysmans dans sa période naturaliste, est-ce que vraiment il parvient au buisson ardent? Absolument pas. Il y a simplement un désir, et en même temps un côté sacrilège d'ailleurs, parce que la religion y est utilisée, en somme, pour aller... Oui, mais déjà dans Arrebourg, oui. Il y a une utilisation qui est d'ailleurs de toute une époque et qui se voit chez le Sarp et l'Adam, chez Rémy de Gourmont, chez tout le monde, des objets du culte. Enfin, ces femmes qui portent des étoles faites, des étoles de prêtres qu'elles achètent et qui se font faire des tabourets, des coussins avec des tissus religieux. Enfin, bon, il y a qui s'asseyent dans des cathèdres, dans des confessionnaux oui, mais aménagés. Chez Huysmans, ça va plus loin, puisqu'il passe le pas. Oui, il le passera plus tard, mais dans Arrebourg, on en est seulement là, à une curiosité et à un désir de sacrilège qui est certainement déjà un chemin vers Dieu. Ça veut dire qu'on pense qu'il existe, au moins, si on l'attaque. En tout cas, il est certain que vous avez, me semble-t-il, parfaitement bien fait de citer Péladan, parce qu'il me semble qu'il y a là une trilogie. Peut-être pourrait-on l'augmenter, mettre davantage de personnages, mais il y a Barbet, il y a Huysmans, il y a Péladan. Oui, il y a Blois. Ah ben, c'est une quadrilogie à ce moment-là. C'est pourquoi j'avais parlé de l'augmenter. Et je crois qu'il y a là, en effet, quelque chose dans cette matière. Il me semble que ce qui fait le drame de Huysmans, c'est qu'il a voulu, d'une certaine façon, faire un ouvrage naturaliste. Je relisais ses lettres à Zola. Je sais bien que ces lettres à Zola sont suspectes dans la mesure où ce sont des lettres à Zola. Il faut en laisser. Il a dit « J'ai étudié la névrose, j'aurais dû l'étudier dans un autre sens, j'aurais dû ne pas finir par l'audition. » Il y a tout de même, dans À rebours, une base qui est une base naturaliste. Comment, à partir de cette base naturaliste, Huysmans a-t-il fait un roman tout à fait neuf? Comment a-t-il fait quelque chose qui, finalement, n'a jamais été réalisé par les naturalistes eux-mêmes, jamais par Zola? Comment une œuvre tout à fait originale a-t-elle été proposée
par Huysmans à partir de données naturalistes. C'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est neuf, finalement. Oui, est-ce que vous ne croyez pas que, finalement, Huysmans ne fait pas un roman? Parce qu'il n'y a pas d'histoire dans un roman. Il ne fait pas un C'est roman. absolument ce qu'il faut bien voir, je pense. Il ne fait pas un roman. Il fait une sorte de catalogue. Moi, ce qui me frappe, enfin, si vous voulez, mais Rochefort-Tassier, je vais vous demander votre avis, c'est qu'il y a quand même un lien aussi paradoxal que cela puisse sembler à première vue, entre le drageoir aux épices, qui sont des pièces détachées, et à rebours, qui est un ensemble, mais de morceaux. Oui, c'est un ensemble presque de poèmes en prose, Harbour, si l'on veut bien. Ça démolit complètement le roman, et ça, Zola l'a bien vu, il en a été un peu triste. Et vous aviez raison de dire qu'il était parti, en effet, que Huysmans partait d'un sujet qui convenait très bien à un naturaliste, cette étude de la névrose qu'au fond Zola avait traité lui aussi dans La joie de vivre, très peu de temps auparavant, et en partant d'ailleurs comme Huysmans de lui-même, puisqu'il a senti, après la mort de sa mère, un moment pénible. Quant à Huysmans, on sait par son ami Maurice de Fleury qu'il était cyclotimique, suranxieux, hyper-émotif, et psychopathe, etc. Bon, il est donc parti de là. Et ce que vous disiez des sensations auditives, oui, c'est intéressant comme il en parle, car il dit... Je les ai mises à la fin parce qu'en effet, les médecins disent, Axel Ruth, et je ne me rappelle plus quel est son complice, ils sont deux à avoir écrit un ouvrage sur la névrose que Huysmans a lu, et ces auteurs disent qu'on finit par les hallucinations auditives. Il dit, c'est dommage parce que ça aurait mieux fait vers le chapitre 8 ou 9, je ne sais. Dit de muettes marches funèbres à grand spectacle, à entendre dans sa bouche des solides menthes, des duos de Vespetro et de Rome. Il arrivait même à transférer dans sa mâchoire de véritables morceaux de musique, suivant le compositeur, pas à pas, rendant sa... C'est-à-dire la séduction d'un homme par une femme qui joue... Enfin, ils inversent leur rôle, c'est évident. Est-ce que toutes ces hantises ne sont pas finalement un peu mises à plat, dévoilées, montrées, sous le masque aussi d'avoir lu les ouvrages médicaux du temps, par Huysmans? Les rapports des Esseintes avec l'acrobate Urania, je crois, sont évidemment... montrent des rapports absolument inversés. Il y a tout un matériel d'une époque, d'une sensibilité de l'époque, d'une sensibilité souvent de célibataire. Le célibataire a joué un grand rôle à cette époque. Il était très malheureux. Et la syphilis. Pardon. Et la syphilis qui était là. C'est... D'ailleurs, on pense toujours à Rops en lisant des Esseintes, à la grande figure de... Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'un sujet qui me paraît passionnant, en effet, tellement important, c'est la démolition complète de la réalité dans ce roman. Il n'y a pas de réalité. Enfin, c'est l'idée de Mallarmé que le réel, c'est ce qu'il y a de plus artificiel, parce que c'est au fond un bon moyen pour fixer, comment dit-il, l'intellect moyen entre les mirages des faits. Et ça n'existe pas, et cette démolition complète du réel me paraît l'essentiel dans le roman. Il y a une haine de la nature. Une nature qu'on pense d'ailleurs, c'est tellement proche de nous, moi, cette impression que la nature est finie à cette époque. Et on voit ça chez les Goncourt, quand les Goncourt disent « Oh, les arbres de Paris sont tous misérables, ils sont tous appelés à disparaître, on pense à nos ormes des quais. » Mais Louis Forestier, cette détestation de la nature, cette antiphysiste tout d'un coup, qui se développe chez Huysmans, dans un rebours, alors ça nous renvoie à Baudelaire. Il préférait quand même les arbres en zinc, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est Baudelaire, c'est toute une tradition des fleurs du mal, toute une tradition de la beauté artificielle. Mais c'est aussi une tradition qui va à l'encontre de Zola d'une façon très curieuse. Dans la mesure où finalement ce que fait Zola, c'est du théâtre. Et du théâtre qui se donne pour vrai. On fait croire à ce qu'on vous raconte, on fait croire à ce qu'on écrit. Alors il y a des dialogues, des scènes qui s'enchaînent, et c'est précisément ce que Huysmans n'a pas voulu faire. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de scènes qui s'enchaînent, il y a, par l'intermédiaire de ces procédés, création d'un nouveau genre romanesque qui a été, à l'époque, pour les camarades de Huysmans et pour les naturalistes, une stupéfaction.
et qui précisément rejoignait Baudelaire, Félicien Rops, d'autres pour qui il y avait cette artificielle derrière. Gustave Moreau. Gustave bien Moreau, sûr. bien sûr. Et Odilon Redon, bien entendu. Il y a un manque. Et là, on rejoint l'onirisme et les rêves. Mais je me demande quand même, Rochefort-Tassier, si finalement le lien avec Zola dans Un rebours n'est pas assez. Je ne pense pas que ce soit les lectures des manuels des médecins du temps qui lui permettent de dire à Zola, vous voyez, quand même, je suis resté naturaliste parce que j'ai très bien étudié la névrose. Je pense qu'il y a là alors un jeu de Huysmans pour préserver son lien avec Zola, c'est la notice. C'est-à-dire que dans la notice, il dit, mais des Esseintes, voilà toute sa famille. Donc il est comme ça, c'est le concept d'hérédité, n'est-ce pas, sans laquelle on ne peut pas échapper à Zola, et donc il le revendique d'une façon assez artificielle. Oui, il est amusant de voir que le premier chapitre du roman est un petit roman naturaliste, absolument. Il se concilie L'histoire les d'une grâces du hérédité. maître. Absolument, oui. Mais il n'a pas tout abandonné, il n'y a aucun doute. Louis Forestier. Il n'empêche que, après s'être concilié les grâces du maître, il donne dans les délices de l'antiphonaire et il se plonge dans le régal de Villiers de l'Isle-Adam. Pour Villiers-l'Isle-Adam, bien sûr, on connaît sa brouille avec Léon Blois à propos de Villiers-l'Isle-Adam, c'est un peu trop long pour le raconter ici. Mais les grâces de l'antiphonaire, si on suit très bien l'histoire de la préface au latin mystique de Remy de Gourmont, on s'aperçoit, et même en lisant Un rebours, et c'est quand même assez extraordinaire à rebours, c'est qu'on s'aperçoit que l'érudition de Huysmans, c'est complètement de seconde main. Complètement, Oui, il a tout fait avec tout le à fait. dictionnaire. On les connaît d'ailleurs. Tout à fait. Le Boissière pour les analogies, Souviron pour les termes techniques, Pièce pour les parfums, Panier pour les gemmes et quel est le cinquième compère? Non, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que voilà un livre fait de compilation et qui fascine. Ça n'empêche pas toute la littérature de l'époque est faite de compilations. Bouvard et Pécuchet. Ah oui. Mais Bouvard et Pécuchet, c'est fait très intentionnellement. Saint-Antoine, la tentation de Saint-Antoine, c'est un roman fait un ouvrage fait d'ouvrage. Oui. À partir de ce moment-là, on ne travaille plus dans Même des mouches bourdonnaient autour des lustres et l'on entendait bruire le silencieux public qui s'étonnait d'être assis et se reculait instinctivement dans ses stalles, alors que le roulement d'imaginaires voitures le frôlait en passant de l'entrée jusqu'à la scène. Des Esseintes avait été fasciné. Une masse d'idées germa en lui. Tout d'abord, il s'empressa de réduire, à coups de billets de banque, la ventriloque, qui lui plut par le contraste même qu'elle opposait avec l'américaine. Cette brunette suintait des parfums préparés, malsains et capiteux, et elle brûlait comme un cratère. En dépit de tous ces subterfuges, des Esseintes s'épuisa en quelques heures. Il n'en persista pas moins à se laisser complaisamment gruger par elle, car plus que la maîtresse, le phénomène l'attirait. D'ailleurs, les plans qu'il s'était proposés avaient mûri. Il se résolut à accomplir des projets jusqu'alors irréalisables. Il fit apporter, un soir, un petit sphinx, en marbre noir, couché dans la pose classique, les pattes allongées, la tête rigide et droite, et une chimère,
en terre polychrome, brandissant une crinière hérissée, dardant des yeux féroces, éventant avec les sillons de sa queue ses flancs gonflés ainsi que des soufflets de forge. Il plaça chacune de ces bêtes à un bout de la chambre, éteignit les lampes, laissant les braises rougeoyer dans l'âtre et éclairer vaguement la pièce en agrandissant les objets presque noyés dans l'ombre. Puis, il s'étendit sur un canapé, près de la femme, dont l'immobile figure était atteinte par la lueur d'un tison, et, avec des intonations étranges qui lui avaient fait longuement et patiemment répéter à l'avance, elle anima, sans même remuer les lèvres, sans même les regarder, les deux monstres. Et dans le silence de la nuit, l'admirable dialogue de la chimère et du sphinx commença, récité par des voix gutturales et profondes, rauques, puis aiguës, comme surhumaines. Ici, chimère, arrête-toi. Non, jamais. Bercé par l'admirable prose de Flaubert, il écoutait, pantelant, le terrible duo, et des frissons le parcoururent de la nuque aux pieds quand la chimère proféra la solennelle et magique phrase « Je cherche des parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés. » Ah, c'était à lui-même que cette voix aussi mystérieuse qu'une incantation parlait. C'était à lui qu'elle racontait sa fièvre d'inconnu, son idéal inassouvi, son besoin d'échapper à l'horrible réalité de l'existence, à franchir les confins de la pensée, à tâtonner sans jamais arriver à une certitude dans les brumes des au-delà de l'art. Toute la misère de ses propres efforts lui refoula le cœur. Doucement, il étreignait la femme silencieuse à ses côtés, se réfugiant ainsi qu'un enfant inconsolé près d'elle, ne voyant même pas l'air maussade de la comédienne obligée à jouer une scène, à exercer son métier chez elle, aux instants du repos, loin de la rampe. Leur liaison continua, mais bientôt les défaillances de Désesseintes s'aggravèrent. L'effervescence de sa cervelle ne fondait plus les glaces de son corps. Les nerfs n'obéissaient plus à la volonté. Les folies passionnelles des vieillards le dominèrent. Se sentant devenir de plus en plus indécis près de cette maîtresse, il recourut à l'adjuvant le plus efficace des vieux et inconstants pruris, à la peur. Pendant qu'il tenait la femme entre ses bras, une voix de Regomme éclatait derrière la porte. « Ouvriras-tu ? Je sais bien que t'es avec un Michet. Attends un peu, salope. » Aussitôt, de même que ces libertins, excités par la terreur d'être pris en flagrant délit, allèrent sur les berges, dans le jardin des Tuileries, dans un rambuteau ou sur un banc. Il retrouvait passagèrement ses forces, se précipitait sur la ventriloque, dont la voix continuait à tapager hors de la pièce. Et il éprouvait des allégresses inouïes. Dans cette bousculade, dans cette panique de l'homme courant un danger, interrompu, pressé dans son ordure. Malheureusement, ces séances furent de durée brève. Malgré les prix exagérés qu'il lui paya, la ventriloque le congédia, et le soir même s'offrit à un gaillard dont les exigences étaient moins compliquées et les reins plus sûrs.
Passons à cet autre thème, si vous voulez. Je l'ai dit au début, à rebours, ce n'est pas évidemment le livre fondateur du décadentisme, mais c'est le révélateur du décadentisme. Alors, je voudrais vous demander, mais je vais d'abord demander à Marc Fumaroli, ce qu'il faut entendre par décadentisme. Oui, avant de définir le décadentisme, il faudrait peut-être tenter de définir ce qu'il faut entendre par décadence. Les mots onisme, en général, sont des extensions abusives et systématiques du radical, si j'ose dire, sur lequel ils sont bâtis. Tout le monde sait que le marxisme est une version vulgarisée de la pensée de Marx. Eh bien, le décadentisme, c'est un peu une mode, à la fois littéraire et sociale ou mondaine, qui est construite sur une notion beaucoup plus ancienne, qui a de grandes lettres de noblesse dans la tradition intellectuelle et esthétique occidentale, qui est celle de décadence. Alors, en deux mots, définir la décadence, cela renvoie à une conception cyclique du temps. Les civilisations auraient un moment de naissance, un moment de maturité et un moment de déclin. Et selon les époques, on favorise ou on a plus de sympathie pour les périodes printanières, les périodes estivales ou les périodes automnales. Il est certain, par exemple, que dans la période que nous Français, nous appelons classique, c'est-à-dire le XVIIe siècle, et en cela, il est d'ailleurs l'héritier de la Renaissance, l'insistance était mise sur les périodes, je dirais, printanières et estivales des civilisations. On se référait comme modèle à l'Antiquité grecque, dans ce qu'elle avait de plus épanoui, où on se référait aux moments les plus réussis de la civilisation latine, comme par exemple la période d'Auguste. Et il est d'ailleurs très significatif que dans Harbour, Huysmans, d'une manière presque systématique, choisisse ou fasse choisir à son héros comme lecture favorite, non pas les auteurs que la tradition humaniste et classique favorisait, mais ceux qu'elle rejetait, c'est-à-dire les auteurs de la latinité tardive, les auteurs du début du Moyen Âge, c'est-à-dire des auteurs associés dans cette vision cyclique du temps à une période non seulement automnale, mais hivernale de la civilisation antique. Et manifestement, dans Harbour, il y a l'idée que la civilisation européenne, qui a connu sa renaissance, qui a connu son moment de splendeur, est maintenant parvenue à une période automnale et même hivernale, et que c'est dans cette conscience de l'automne et de l'hiver que l'artiste doit se situer. Et c'est là aussi qu'il peut être créateur, parce que toute autre conception serait mensongère. Il est ridicule, aux yeux du Huysmans, de prendre des modèles dans les moments classiques, parce que le moment que l'on vit est un moment tardif, un moment de déclin, mais ce moment de déclin n'est pas nécessairement un moment de stérilité, bien que, évidemment, l'angoisse de la stérilité soit partout. Ça peut être un moment de fécondité, mais d'un autre ordre, dans la conscience même que les choses sont en train de s'achever, dans la conscience même que les choses prennent une autre couleur, celle de l'automne, celle de l'hiver, celle de la vieillesse, celle de la corruption générale. Et il y a là effectivement une idée très forte qui a beaucoup impressionné les contemporains, mais qui n'est pas originale à Huysmans, qui se trouvait, je crois, déjà largement en germe chez les Goncourt,
et dont on pourrait trouver même la philosophie faite par Schopenhauer et d'autres penseurs de la même époque. Décolleté d'une chemise, en donnant aux hommes de lettres des dîners retentissants, un, entre autres, renouvelé du XVIIIe siècle, où, pour célébrer la plus futile des mésaventures, il avait organisé un repas de deuil. Dans la salle à manger tendue de noir, ouverte sur le jardin de sa maison subitement transformée, montrant ses allées poudrées de charbon, son petit bassin maintenant bordé d'une margelle de basalte et rempli d'encre, et ses massifs tout disposés de cyprès et de pins, le dîner avait été apporté sur une nappe noire, garnie de corbeilles de violettes et de scabieuses, éclairée par des candélabres où brûlaient des flammes vertes et par des chandeliers où flambaient des cierges. Tandis qu'un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres, les convives avaient été servis par des négresses nues, avec des mules et des bas en toile d'argent semés de larmes. On avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutargues de mulet, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des puddings, des brugnons, des résinés, des mûres et des guignes. Bu dans des verres sombres, les vins de la Limagne et du Roussillon, des Ténédos, des Val des Peñas et des Porto. Savouré, après le café et le brou de noix, des kvass, des porters et des stouts. Le dîner de faire-part d'une virilité momentanément morte était-il écrit sur les lettres d'invitation semblables à celles des enterrements. Mais ces extravagances dont il se glorifiait jadis s'étaient d'elles-mêmes consumées. Aujourd'hui, le mépris lui était venu de ses ostentations puériles et surannées, de ses vêtements anormaux, de ses embellis de logements bizarres. Il songeait simplement à se composer, pour son plaisir personnel et non plus pour l'étonnement des autres, un intérieur confortable et paré néanmoins d'une Cadentisme, lorsqu'on lit à rebours, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est cette recherche d'une pure sensation. Là, il est d'ailleurs dans la ligne de Rimbaud, c'est vraiment le dérèglement systématique qui est recherché. C'est très complexe d'ailleurs, il faudrait en parler plus longuement. Il s'agit aussi de se changer soi-même en changeant son environnement, et tout ça est déjà dans Baudelaire et dans Poe, énormément dans Poe, dont on n'a pas prononcé le nom encore, dans Monos ou d'autres choses. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, je vous coupe un peu pour introduire une autre notion qui me paraît quand même très importante, puisque nous parlons de Baudelaire, nous parlons de Poe, c'est le spleen, comme il disait, c'est-à-dire c'est quand même l'ennui. Et je me demande si justement l'anti-nature chez Huysmans n'est pas une tentative un peu désespérée même d'échapper à l'ennui. La nature, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, les monotones ennuis. Qui parlait des monotones ennuis de la nature? Oui, la nature est ennuyeuse et il faut l'artificiel. Un personnage qu'il avait certainement en tête à l'époque a été ce Louis de Bavière qui a donné l'idée à toute l'Europe. Et d'ailleurs, 2 autres romans avant Harbour en avaient parlé, Le Roi Vierge et l'autre. Louis de Bavière a créé ce monde de l'artificiel absolu, avec salle à manger escamotable, faux lever de soleil, etc. C'est lui peut-être le grand maître, le premier. Oui, mais Louis II de Bavière a aussi, je pense, fasciné cette époque. Mais en fascinant cette époque, il introduit un mythe, Louis Forestier, qui est celui de Wagner, tel qu'on le percevait
à cette époque. C'est-à-dire qu'on abandonnait entièrement la nature pour tout redonner à l'art, et à un art global. C'est comme ça qu'était conçu, si on lit la revue du Jardin, la revue wagnérienne, le wagnérisme, justement. Mais le wagnérisme se fera jour un peu après Huysmans. Notez, il écrit un article Bien, assez extraordinaire bien dans la entendu. revue wagnérienne qui prouve qu'il n'a jamais écouté Wagner. Bien Enfin, entendu. probablement. Ce qui me paraît intéressant dans le décadentisme ou le décadisme, peu importe l'expression qu'on emploie, et Verlaine avait ses préférences là aussi, c'est qu'au fond, ça n'est peut-être pas, comme on l'a dit parfois, une étape de l'histoire littéraire. Vous savez, on peut peut-être faire de temps en temps de l'histoire littéraire, et souvent on met la décadence comme une sorte de corridor entre ce qui serait le Parnasse, par exemple, ou quelque chose comme ça, et puis le symbolisme. Je dirais volontiers que la décadence, c'est l'aspect négatif du symbolisme. C'est l'autre face du symbolisme. Je pense que c'est absolument exact. Nous avons fait ici des émissions sur Vielle et Griffin, par exemple, Oui. qui montrent effectivement comme symbolisme que les symbolistes sont beaucoup plus des gens attirés vers l'extérieur Voilà. que, par exemple, les Parnassiens, Voilà. qui sont beaucoup plus Or, centrés sur eux-mêmes. La décadence, puisque la décadence commence en 1884, disons pratiquement avec un rebours, le symbolisme commence pratiquement à la même époque. Le symbolisme est la face extravertie de l'être, si l'on veut, tandis que la décadence est la face introvertie, celle qui s'exténue à force de sensations, comme vous le disiez, Rose Fortassier. Alors que le symbolisme va tenter d'aller, au contraire, vers un au-delà de lui-même. Il y a d'ailleurs à ce moment-là une sorte de faille qui se fait dans la littérature. C'est la mort de Victor Hugo. Mais parce que ça laisse le grand vide, c'est comme tout quand de on même- ouvre un lavabo. Enfin, il aurait pu mourir un an plus tard, un an plus tôt, il aurait pu mourir à un autre moment, mais c'est une date. C'est une date. On n'y évidemment. peut rien, c'est une date. Alors, ce qui est très significatif, c'est justement qu'à rebours tombe à peu près à ce moment. Il est intéressant d'ailleurs de voir que la peinture qu'aime des Esseintes n'est pas exactement la peinture qu'aime Huysmans, et que Huysmans a si bien défendu dans ses salons ou dans l'art moderne. Il laisse de côté des gens remarquables comme Raffaelli, comme Whistler, Degas. et comme Degas, pour aller vers des gens qui sont des symbolistes, des gens qui font rêver, des gens très différents de ceux qu'il a défendus. Oui, mais il me revient un passage de l'art moderne, justement, dans lequel il parle de Degas, n'est-ce pas? Alors, Ah oui. et dans lequel il dit justement que chez Degas, le nu est naturel. C'est un retour vers le naturalisme, puis c'est postérieur à rebours. Alors qu'il dit aussi que le nu, à la Bougreau ou à la Moreau, n'existe pas Ah oui, c'est- naturellement. La baudruche. C'est quand même très important.
la porte de la taverne s'ouvrit, des gens entrèrent, apportant avec eux une odeur de chien mouillé à laquelle se mêla une fumée de houille, rabattue par le vent dans la cuisine, dont la porte sans loquet les jambes. Un doux et tiède anéantissement se glissait par tous ses membres, l'empêchait même d'étendre la main pour allumer un cigare. Il se disait « Allons, voyons, debout, il faut filer ». Et d'immédiates objections contrariaient ses ordres. À quoi bon bouger quand on peut voyager si magnifiquement sur une chaise? N'était-il pas à Londres, dont les senteurs, dont l'atmosphère, dont les habitants, dont les pâtures, dont les ustensiles l'environnaient? Que pouvait-il donc espérer sinon de nouvelles désillusions, comme en Hollande? Couler les minutes, se coupant ainsi la retraite, se disant « Maintenant, il faudrait se précipiter au guichet. » Une actualité aujourd'hui de Harrebourg et de tout ce qu'Harrebourg, avec sa postérité, charrie. Rose Fortassier. Une actualité qui me paraît énorme. Du côté de la sensibilité d'abord, parce que nous sommes malheureusement tous plongés dans des questions de névrose et de nervosisme, et toute notre époque en souffre horriblement, et Huysmans l'a révélé, c'est lui. Bon, laissons cette question de sensibilité. L'autre question très importante, c'est la question d'art du roman, parce que nous vivons encore sur Harrebourg, c'est-à-dire sur un roman qui se veut négation du roman, négation des événements, et du héros. Négation du héros. Et cela, c'est dans Harrebourg, et je crois que c'est Valéry qui a vu la chose très bien, le premier, en disant que Harrebourg apportait un style, un type, et presque, dit-il, un art nouveau. Il nous concerne donc beaucoup du point de vue littéraire. Chacun peut y prendre ce qu'il veut, ceux qui s'intéressent à la manière dont on écrit, comme ceux qui sont plus à l'écoute d'une sensibilité, d'une souffrance. Huysmans se ressuscite l'âme, voilà, l'âme qui avait été niée par les naturalistes. Louis Forestier. Je vais tout à fait dans le sens de Rose Fortassier. Il me semble que Harrebourg a fait communiquer les arts. Huysmans a su parler de la peinture en peignant, il a su parler de musique en utilisant des procédés musicaux. À partir de Huysmans, et Rémy de Gourmont sera un des continuateurs de Huysmans, trop peu connu d'ailleurs, mais un des continuateurs de Huysmans, il y a une osmose des arts, une destruction de la forme traditionnelle et une forme d'écriture nouvelle dont vous parliez, Rose Fortassier, qui me paraît tout à fait